C'est le chaînon manquant de toutes les analyses sur le malaise des pays occidentaux. La consommation, ou plutôt, pour être très précis, sa version hystérisée et compulsive, l'hyperconsommation. L'économiste Philippe Moati la replace au cœur des enjeux contemporains. Ici, la prépondérance des valeurs matérialistes était un facteur clé de la fuite, par exemple, vers le djihad ou encore vers toutes les formes d'extrémisme. Bonsoir Philippe Moati, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Ce livre, le voici, il s'appelle « La société malade de l'hyperconsommation ». C'est aux éditions Odile Jacob. Alors pour bien poser le concept, Philippe Moati, quelle définition, qu'entendez-vous au fond par hyperconsommation ? On pourrait dire que c'est le stade suprême de la société de consommation, c'est-à-dire une société dans laquelle la consommation occupe une place centrale à la fois dans nos vies individuelles puis dans l'organisation collective, avec la prédominance des valeurs, vous l'avez dit, matérialistes, hédonistes, individualistes, ça va avec, et puis la montée en épingle de la figure de l'individu autonome, vous savez, qui est toujours à l'affût de l'optimisation de son bien-être privé, au point quelquefois d'en oublier ses devoirs à l'égard du collectif, quoi. Alors en quoi cette hyperconsommation est devenue, comme vous le dites vous-même, une métavaleur, à savoir l'alpha et l'oméga de nos sociétés ? C'est un peu le support de légitimation du capitalisme. En réalité, pourquoi produire toujours plus de richesses ? Ce qui est inscrit dans les gènes du capitalisme, au final, parce que c'est supposé apporter le bien-être pour tous. Alors, cette promesse a été tenue dans le temps long de l'histoire, en tout cas certainement pendant les 30 Glorieuses, où effectivement, le progrès économique, technologique s'est accompagné d'un progrès social. Rappelons-nous qu'on sortait de la Deuxième Guerre mondiale dans une économie de pénurie, et en l'espace de 25 ou 30 ans, on a accédé collectivement, de manière très démocratique, à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le confort moderne. Mais si vous voulez, une fois qu'on est équipé de tout, qu'on mange à peu près à sa faim, qu'on se déplace en voiture, qu'on a un toit sur sa tête et qu'on est bien habillé, les besoins de base étant couverts, la machine ne peut pas se résigner à ce que le soufflet du désir de consommer s'essouffle. Ouais. Donc il a fallu trouver d'autres manières de stimuler l'envie de consommation en jouant davantage sur la dimension socio-psychologique. On n'achète pas seulement quelque chose dont on a besoin, on achète quelque chose qui va renforcer l'image qu'on a de soi, ça va jeter des ponts vis-à-vis des autres, etc., avec la promesse ultime qu'en consommant toujours plus, on sera plus heureux. Et c'est ça qui finalement commence à nous apparaître comme étant un mirage. Ce sont des travaux d'universitaires sur la question qui nous montrent que passer un certain seuil, non négligeable, et surtout pour les pays en développement, non négligeable, une fois qu'on a dépassé ce seuil, consommer plus ne rend pas forcément plus heureux. Et je pense qu'on est à peu près à ce moment-là dans la société. Si vous voulez, on passe beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à essayer de consommer encore davantage. Ça ne produit pas les effets positifs escomptés. Et au contraire, on commence à percevoir de mieux en mieux les effets délétères. Et le malaise que vit la société occidentale, et la France en particulier, trouve une partie de ses racines dans la place excessive qu'a pris la consommation. On va y revenir longuement, mais donnez-nous quelques exemples. Quels sont les secteurs concernés ? C'est vrai qu'il fut un temps où dans une famille, il y avait une voiture, voire pas du tout. Il y avait un téléviseur, et encore, il y a des dizaines d'années, pas forcément. Quels sont les secteurs aujourd'hui les plus touchés ? Je vais vous prendre un exemple très, très, très frappant d'ailleurs. Les équipements du foyer, notamment les équipements, je prenais la télévision, on était des équipements collectifs. On en avait un par foyer. Aujourd'hui, parce que c'est aussi une manière de stimuler la demande sur les marchés, on va vers une consommation individuelle. Et ça a pour effet quelque chose qui peut atteindre le lien social. C'est aujourd'hui très difficile de réunir toute une famille sur le canapé de la salle à manger. La cellule familiale elle-même est éclatée. Oui. Je pense que beaucoup de téléspectateurs vont se reconnaître, mais très souvent le soir, chacun part dans sa pièce avec son écran et regarde le programme qu'il a envie de regarder. Parce qu'on a beau appartenir à la même cellule familiale, on n'a pas nécessairement les mêmes goûts, et donc c'est pas une raison pour rester scotché devant le même écran. Et le fait de se séparer fait que d'une part, le lien au sein de la famille se détend, et puis chacun va rester dans sa bulle. Si vous êtes amateur de thrillers, vous allez passer votre vie à regarder des thrillers, et vous aurez peu de chances d'être confronté par hasard à autre chose qui peut vous ouvrir des horizons et vous sortir un peu de votre univers, et peut-être de vous élever finalement. Ce qui pose la question du libre arbitre. Alors je consomme, donc je suis, pourrait-on dire. On dit d'ailleurs en société de consommation, on n'entend pas souvent société de libre arbitre ou de pensée. On parle aussi d'ailleurs de pouvoir d'achat comme un critère fondateur de nos économies. Alors vous expliquez que les individus qui forgent leur identité à travers des modèles diffusés par des techniques marketing, ça c'est très pernicieux. Expliquez-nous. Oui, nous vivons dans une société hyper individualiste. C'est une conquête. L'individu est de moins en moins déterminé par le groupe social auquel il appartient, mais il a la liberté de se construire par lui-même, par les choix qu'il fait dans sa vie. Mais encore faut-il avoir les ressources pour le faire, si vous voulez. Vous allez emprunter des systèmes de valeurs, des normes de comportement, etc. Quand vous n'avez pas des réseaux très riches, une famille qui vous a ouvert des horizons, des réseaux relationnels qui vous montrent d'autres perspectives, quand vous n'avez pas accès à la culture qui vous ouvre des perspectives considérables, vous êtes dépendant de ce que vous propose la société d'hyperconsommation et tous ces impacts
simple indice véhiculé par les industries culturelles, le cinéma, la télévision. Des modèles qui sont des fantasmes, quelque part, hein, des fantasmes. Mais si vous voulez accrocher votre identité à ces modèles qui vous sont donnés, l'homme superpuissant, le séducteur, la femme fatale, la famille heureuse, vous choisissez ce que vous voulez dans le catalogue. Le catalogue est assez riche. Mais si vous n'arrivez pas à vous conformer à ça, parce que ce sont des fantasmes, eh bien votre identité est fragile. Et il suffit que la vie vous mette des embûches sur votre chemin, que votre identité soit un peu contestée par les autres, et vous ne savez plus qui vous êtes. Et ça peut être extrêmement dangereux. Je crois qu'une partie de la population, notamment dans les catégories les plus défavorisées, souffre de difficultés de construire une identité dans une société d'hyperconsommation. Et vous dites que ce sont des constructions identitaires extrêmement fragiles. En quoi la montée du fondamentalisme religieux, les revendications identitaires, en quoi tout cela, au fond, ce sont les symptômes de cette même maladie qui est l'hyperconsommation? Pour la raison que je viens d'évoquer, que quand l'individu n'est pas bien construit, parce que ses supports identitaires sont trop fragiles, quand le monde est compliqué et nous apparaît comme étant dangereux, quand on a l'impression que tout ça n'a plus beaucoup de sens et qu'on ne trouve pas ce sens dans la consommation, eh bien on est tenté de rechercher le sens ailleurs. Et là, toutes les idéologies qu'on avait cru mettre au placard de l'histoire, toutes les idéologies qui nous donnent le sens de l'histoire, où est le bien, où est le mal, peuvent retrouver des clients, si j'ose dire. On pense évidemment à la religion, et notamment au fondamentalisme religieux, mais pas seulement. Regardez, le régionalisme, le nationalisme se porte comme jamais. J'aurais même envie de dire une écologie radicale correspond à la même chose. Il y a besoin aujourd'hui collectivement de retrouver du sens. Et comme quelque part il y a une sorte de panne des idées, qu'on a perdu un peu le grand projet des cultures occidentales, le progrès, la technique, le progrès social, etc., eh bien il y a un vrai risque de renouer avec des idéologies du passé qui nous font un peu revenir en arrière et qui sont très fragiles parce que ça risque de saper les bases sur lesquelles la société occidentale s'est bâtie. Mais est-ce que vous diriez que, par exemple, les auteurs des attentats en France récemment ou encore en Belgique sont des produits aussi, si ce n'est pur produit, de cet hyperconsumérisme? Alors il faut éviter de tout ramener à une cause unique. On est sur des phénomènes très, très complexes. On a parlé de soif de reconnaissance, de narcissisme, il y a notamment, un peu de ça. Mais dans ce qui concerne votre sujet d'étude? Je pense qu'effectivement, il y a de ça. Il y a des individus ici qui ont été peut-être excessivement consommateurs, exclus de la consommation, parce que c'est souvent des jeunes issus de milieux défavorisés. Il n'y a rien de pire que d'être très tenté par la consommation et ne plus avoir les moyens de consommer comme le modèle nous le suggère. Ça crée de la frustration, ça crée de la colère. Et puis quelqu'un vient vous proposer un beau rôle dans un film où vous êtes un peu la vedette et vous donne du sens et vous indique qui sont les gentils, qui sont les méchants. Vous pouvez être tenté si vous êtes un peu fragile. Pourquoi, Philippe Moati, ce phénomène de l'hyperconsommation, de l'hyperconsumérisme est-il si peu mis en avant par votre profession, les économistes? Ces économistes s'intéressent paradoxalement assez peu à la consommation et puis s'y intéressent comme à une grandeur macroéconomique. En quelque sorte, c'est le débouché ultime de l'activité économique. Donc on va s'inquiéter du fait que la consommation n'est pas assez vive pour tirer la croissance, mais on a du mal à aller regarder de plus en détail, individu par individu, ce qui motive les comportements, parce que ça fait appel à d'autres disciplines. Et voir l'impact que ça produit sur nos sociétés. Là, on a besoin nécessairement d'une approche pluridisciplinaire qui va combiner économie, psychologie, sociologie. Et là, on retrouve, je crois que c'est important de souligner, les limites du fonctionnement d'une recherche académique qui est très cloisonnée par discipline. Aujourd'hui, on a des problèmes à traiter qui obligent d'avoir un regard pluridisciplinaire et le fonctionnement de nos institutions universitaires et de recherche nous impose une hyperspécialisation qui nuit à l'appréhension dans toutes ces dimensions des problèmes de notre société. Alors les facteurs qui, on va dire, avantagent cette hyperconsommation, quels sont-ils? On pense comme ça spontanément à la dématérialisation de l'argent, on paye avec sa carte de crédit, on paye sur Internet. Il y a aussi le numérique, il y a tout ce qui est virtuel. Bien sûr, avec le numérique, c'est 24 heures sur 24 où que je sois. On est dans la consommation permanente. Mais ça, c'est la face visible. La face cachée, c'est les progrès enregistrés par le marketing. Car les mêmes technologies donnent aux acteurs qui poussent à la consommation des outils d'une extrême puissance. Par exemple, avec le fameux Big Data, avec toutes les données qu'on peut réunir à la suite de vos déambulations dans les magasins, sur les sites Internet, etc., on arrive à cerner avec précision quel est votre profil et quels sont vos désirs cachés. Et on vous propose à chaque fois les mêmes produits. Et on va savoir stimuler votre désir exactement comme il faut. Et puis demain matin, le nouveau rempart, ça sera la nouvelle conquête pour les hommes de marketing, ça sera le neuromarketing. C'est en observant le fonctionnement du cerveau, identifier quel chemin il faut prendre pour toucher la petite touche qui va vous rendre désireux d'acheter tel ou tel produit. Donc le libre arbitre là-dedans, vous voyez qu'il a tendance à vraiment perdre de la surface. Alors vous proposez aussi quand même des solutions. Comment se passer justement de cette hyperconsommation, puisque vous l'avez même dit, il y a une corrélation entre consommation et croissance. Comment faire ? Non, moi je distingue bien la consommation et l'hyperconsommation. La consommation, c'est bien. Après tout, ça nous apporte le confort, des plaisirs qu'il ne faut pas négliger. C'est très bien. On préfère vivre dans un pays riche que dans un pays pauvre. C'est nécessaire à l'activité économique. Il faut un débouché. Simplement, je pense qu'il faut viser
une bonne consommation. Et une bonne consommation, c'est d'abord une consommation qui respecte l'environnement, parce qu'on a quand même un problème majeur à régler collectivement, c'est comment on continue comme ça, sans aller droit dans le mur, surtout en exportant le modèle aux pays émergents, et puis si possible, trouver une consommation plus respectueuse des personnes. Et je pense qu'on commence à voir des pistes, donc c'est pour ça que je suis finalement relativement optimiste. Vous dites notamment, on peut aussi consommer la littérature, la poésie, on peut lire des livres, on peut... Absolument, je pense que à côté d'une réflexion sur comment on peut rendre la consommation moins consommatrice de ressources naturelles, on peut effectivement distinguer la bonne et la mauvaise consommation pour les individus. Et je pense qu'effectivement, toute la consommation qui a à voir avec le faire, se réaliser en faisant est une bonne consommation parce que ça élève l'individu. Alors ça peut être la lecture, ça peut être le bricolage, le jardinage, la cuisine, la musique, tout ce que vous voulez, mais des activités qui réclament, pour en tirer une satisfaction, un minimum d'investissement et d'effort. Et de passion. Et oui, mais c'est là que ça rentre en porte-à-faux avec le présentisme et le plaisir facile qu'apporte l'hyperconsommation. C'est que ces petits plaisirs immédiats de l'hyperconsommation vous détournent de l'effort initial qu'il faut consentir pour accéder à ces activités qui, elles, génèrent un vrai plaisir et un bonheur durable. Alors le problème, vous allez dire que je vois le mal partout, Philippe Moati, mais la culture elle-même, elle est devenue un enjeu de cette hyperconsommation. Il y a un prêt à consommer, y compris en termes de cinéma, en termes de spectacle. Oui, alors le risque effectivement, c'est là aussi qu'on a un nivellement par le bas, mais à la limite que toute la puissance de conviction du marketing et de l'hyperconsommation puisse pousser des activités culturelles, pourquoi pas ? Là aussi, je pense qu'il y a une petite lueur d'espoir. C'est-à-dire qu'il y a une vraie énergie dans ce système. Une énergie en matière d'innovation, une énergie de capacité à faire face aux problèmes. C'est pour ça que je pense qu'on fera face au problème environnemental. On peut aussi, il y a une vraie pression des consommateurs eux-mêmes. On peut orienter toute cette énergie vers la mise en place d'un modèle de consommation plus respectueux de la personne. Et ça passera notamment par l'usage de ces techniques marketing pour promouvoir une bonne consommation, notamment une bonne consommation culturelle. Merci beaucoup Philippe Moati. C'est un livre passionnant, La société malade de l'hyperconsommation. C'est aux éditions Odile Jacob, à lire absolument pour mieux comprendre les enjeux de nos sociétés contemporaines. Merci à vous, Philippe Moati.